On commence? Ouais. Bon, je sais que vous êtes venus super nombreux ce soir, donc c'est important pour les chorales qu'il y ait un chœur quand même assez constitué, stable. Vous vous rappelez quand même un minimum ce qu'on avait travaillé la dernière fois. Vous faites juste les chœurs, hein, nouveau le choubidou bidou wa. Au pire, ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, vous écoutez, vous reprenez. D'accord? On y va? Ouais. Waouh, ouais, je sens la non, mais c'est impressionnant, hein, fou. Ok. Connaissez-vous l'histoire? Choubidoubidoua. On recommence avec un peu plus de punch, hein. Connaissez-vous l'histoire? Choubidoubidoua. De la petite mandarine. Choubidoubidoua. Qui s'en allait un soir. Choubidoubidoua. Au bas de sa copine. Choubidoubidoua. Ouais. Bon, on verra tout à l'heure hein, pour la suite parce que je vois bien que vous avez besoin de faire une pause. Alors, je sais pas s'il y en a qui en vrai connaissaient déjà cette chanson avant qu'on la prenne ce soir. Mais moi je l'ai apprise quand j'étais petite, quand je partais en colo l'été. Bon alors faut dire que la première fois que je suis partie en colo, je crois qu'il aurait fallu me scotcher au bus. Hein. En vrai je croyais que j'allais plus jamais revoir mes parents, je croyais en fait que c'était un système pour se débarrasser de moi, un petit peu en vrai. Finalement, première colo, puis deuxième colo, et après j'attendais ça avec impatience parce que c'était des moments géniaux. On se retrouvait entre enfants. Il y avait pas les parents. Hein. Je me sentais plus grande, plus autonome. J'ai commencé à partir quand j'avais 7 ans. Donc au début on a un peu peur et puis après on fait plein de trucs soi-même, on va faire son petit déjeuner, on va faire des activités, tout ça, on peut se coucher plus tard. Et puis je me faisais de nouveaux amis. Après on se promettait, hein, on s'écrit hein, ça a duré 1 mois, 2 mois, on s'envoyait des lettres et tout, mais c'était cool, il y avait vraiment plein d'émotions. Et puis il y avait les animateurs et les animatrices. Des adultes, mais en plus fun que les parents ou que les profs. Et avec qui on pouvait avoir des sujets de discussion même intimes. Et l'autre fois, j'y réfléchissais et je me souviens encore des noms des animateurs et des animatrices qui m'ont marqué, quoi. Julia, avec qui j'ai vraiment discuté plein de fois quand je suis partie en colo à l'île d'Oléron et Julien. Bon, peut-être que j'étais un peu amoureuse de lui, mais c'était pendant la colo kayak et tout, je me souviens, c'était trop chouette. En fait, tout ça pour dire que sans doute que toutes ces belles expériences que j'ai vécues quand j'étais petite, elles m'ont donné envie par la suite de devenir moi-même animatrice et directrice de colo. Et j'ai plus de 30 ans aujourd'hui. Je sais, ça se voit pas. Oui. Mais je continue l'été, en dehors de mon activité professionnelle, à partir... activité professionnelle quand j'en ai une, hein, là c'est pas l'emploi, mais à partir en vacances, en colo, parce que je trouve que c'est des super espaces d'échange, de réflexion, d'auto-organisation, et à qui on peut donner un véritable sens politique. Tout ça pour dire que vous comprendrez bien au fil de tout ce que je vais vous raconter, que oui, le rapport aux enfants et l'éducation tiennent vraiment une place importante dans ma vie. Mais la chanson, là, c'était quoi à nouveau la suite des paroles? En vrai, je m'en souvenais plus, alors je suis allée sur les internets. Et j'ai trouvé le premier site sur lequel je suis tombée, présente la chanson comme une comptine permettant d'apprendre les agrumes en chantant. Oui, alors j'aime bien les agrumes, hein, le pamplemousse, les oranges, le citron, les mandarines, tout ça. Mais en fait, c'était pas vraiment pour les agrumes que je voulais vous parler de cette chanson. Parce que, en fait, pour la faire courte, dans la suite de la chanson, elle rencontre un citron. Et là, ça fait... Alors, on va reprendre le chœur, hein. Nouveau, on garde le même peps que tout à l'heure. Et pendant qu'il dansait, choubidoubidou, pendant qu'il s'enlaçait, choubidoubidou, le jeune garçon citron, choubidoubidou, a eu un zeste déplacé, choubidoubidou. C'est le jeu de mots. Geste, zeste. Au final, la mandarine, elle se retrouve en cloque. Et 9 mois après, elle met au monde une clémentine. Et on apprend les agrumes.
Mais de quoi on parle en fait? Le citron, il prend la mandarine par surprise. Elle se retrouve enceinte. En fait, c'est la définition juridique du viol, ça. C'est une chanson pour enfants qui raconte l'histoire d'un viol. Et quand même, ça fait réfléchir. Parce que depuis que je suis petite, je chante cette chanson, et même quand j'ai été moi-même animatrice, parce qu'on va pas se mentir, elle a un air qui reste dans la tête, quoi. Choubidou. Mais en fait, elle légitime le fait que les petits citrons puissent avoir des zestes déplacés sur les mandarines. Et puis c'est pas grave, il va rien se passer. Bon, c'est vrai, des clémentines. D'ailleurs, j'ai regardé aussi sur les internets, c'est pas du tout comme ça qu'on fait des clémentines. Mais en fait, ça légitime le fait que les citrons puissent avoir des zestes déplacés sur les mandarines. Et c'est pas grave, il va rien se passer. Et puis même dans la chanson, en fait, le citron, il disparaît dès lors qu'il a eu son zeste déplacé. Pouf, disparu. Mon corps m'appartient. Ça, c'est un slogan des années 60-70, lors de la lutte pour l'accès à l'avortement et à la contraception. En fait, c'était peut-être plus un objectif, un espoir qu'une réalité effective. Parce qu'aujourd'hui encore, notre corps, il ne nous appartient pas totalement lorsque nous sommes des femmes. La société, elle porte un regard et elle nous amène à nous comporter d'une certaine manière avec notre corps. Alors, ce que je vous propose ce soir, ça va être de partir de l'enfance pour s'arrêter à différentes étapes de la vie du corps des femmes et voir ce qui joue socialement et politiquement. Parce que, comme Mona Chollet l'explique dans Beauté fatale, un de ses ouvrages, en fait, le corps reste souvent un impensé dans l'analyse des rapports femmes-hommes. Et pourtant, ça pourrait être un levier essentiel, même la clé dans l'avancée des droits des femmes, et ça dans tous les domaines. Et ce que je vous raconterai ce soir, c'est aussi important de se le dire, c'est que ça s'inscrit dans notre monde actuel, qui ne conçoit et malheureusement très souvent n'accepte que deux sexes et donc par là même deux genres. Notre société actuelle, elle est construite autour de cette bicatégorisation. Mais le monde, il est plus complexe. Intersexe, fluide, non-binaire, queer, trans. Mais là, j'aurai pas le temps. Ce sera pour une prochaine conférence. En tout cas, ce soir, je vais vous parler de la construction et de la socialisation en tant que femme et de ses conséquences tout au long de la vie. Alors l'enfance, on apprend à être une gentille petite fille. L'adolescence, où on va... Alors on peut dire, c'est un moment important dans la construction de l'identité. Mais on va aussi découvrir que notre corps, il n'est pas seulement sexué, il est sexualisé. Et on se penchera sur ce moment un peu plus lointain où on est très souvent face à la question de la maternité. Mais bon, moi quand j'étais petite, je pense qu'on peut dire que j'étais une grande gueule. Alors je m'en rendais pas vraiment compte, mais souvent il arrivait, après que j'ai pu dire quelque chose à voix haute dans la rue, que ma mère, un peu d'un air gêné, dise je dis donc, Laurence, elle a vraiment pas sa langue dans sa poche. Je sais pas, moi je disais les choses comme je les pensais en fait. Je voulais pas faire de mal, mais je voyais pas pourquoi je devrais pas les dire. Mais je me souviens de ce moment qui a pu entraîner un changement. Bon, que j'ai compris et dont j'ai eu conscience que plus tard, par la suite. J'ai 8 ans. J'ai 8 ans et je suis en classe de CE1. Et mon grand frère, lui, il est en CM2. Ouais, j'adore mon frère. Ah non, mais je suis hyper fière, il est plus grand, tout ce qu'il fait, ça me paraît génial, tout ça. Alors, souvent, pendant la récré, j'essaie d'aller le voir, de discuter avec lui, de lui faire des câlins. Lui, il essaie de m'éviter, de changer d'endroit, tout ça. Les chouettes relations frères-sœurs qu'on peut connaître, quoi. Et il y a un jour... j'ai dû dire ces 4 vérités à un garçon plus grand. Forcément, je m'attaque jamais à plus petit. Ce garçon, ça lui a pas plu.
et il a voulu me taper. Mon frère l'a su en fait et il est venu, il s'est interposé, il a empêché le garçon de me taper. Mais un peu plus tard dans la récré, il est revenu me voir, mon frère, et il m'a dit ces mots qui sont restés bien gravés dans ma mémoire, hein, puisque je m'en souviens encore aujourd'hui. Il m'a dit, tu sais Laurent, je ne serai pas toujours là pour te protéger. Je ne serai pas toujours là pour te protéger. C'est vrai que ça peut paraître anodin comme événement. Mais en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me renfermer progressivement, à moins dire les choses. J'ai appris à me taire. Et oui, lui, il a juste voulu bien faire. Hein. Je dis pas ça pour régler des comptes familiaux. Il était empreint de tout ça, lui aussi. C'était un garçon, il était plus grand, il comprenait des enjeux que peut-être je ne comprenais pas encore, et puis il a voulu protéger sa sœur. Mais à partir de ce jour-là, j'ai commencé progressivement à comprendre qu'il faudrait que je me comporte en fonction des attentes liées à mon sexe. Ne pas me mettre en colère, ne pas m'insurger contre l'injustice. En fait, en gros, être une fille douce et calme. Et ça a notamment été théorisé en sciences humaines et sociales comme la socialisation différenciée et l'identité sexuée. C'est-à-dire qu'on n'est pas construit, éduqué de la même manière selon que l'on est une fille ou un garçon. Ça, c'est différent. Et ça va participer à la construction de notre identité sexuée, c'est-à-dire le fait progressivement de se sentir fille puis femme ou garçon puis homme. Alors oui, c'est vrai, le sexe, c'est un marqueur important dans notre société. Suffit de penser à la première question souvent qu'on va poser à quelqu'une quand on apprend qu'elle est enceinte ou qu'elle vient d'accoucher. Alors, c'est une fille ou un garçon? Et puis il y a même, ça c'est high level, le top of the top, des mises en scène de découverte du sexe de son futur enfant. Alors c'est vrai, ça se passe plus outre-Atlantique. Mais les trucs un peu stupides, ça arrive toujours chez nous et puis ça a déjà commencé. Imaginez un peu la scène. Vous êtes à l'échographie de votre deuxième trimestre, celle où vous pouvez enfin connaître le sexe de votre enfant à venir. Et là, vous demandez à pas le savoir tout de suite, non, mais que ce soit écrit sur un petit bout de papier, que vous mettez dans une petite enveloppe. Et avec cette petite enveloppe, vous allez chez votre pâtissier préféré et vous lui demandez de faire un gâteau en fonction. Et on arrive au jour J, la baby shower. Alors là, c'est la méga teuf. Vous mettez de la musique, de la déco. Est-ce que ce sera une fille, un garçon? Est-ce qu'on met des points d'interrogation? Enfin voilà, on peut faire plein de trucs. On invite des amis. Et puis on filme. On filme parce que c'est important de le montrer au monde de l'internet. Et là, au moment de découper le gâteau, vous allez découvrir s'il est rempli de génoises bleues ou de génoises roses. Ah non mais, vous verriez l'émotion de Matt Pokora là en août quand il a découvert le sexe de son futur enfant. C'était intense. Vous pouvez aller voir sur l'internet, oui c'est comme ça que je l'ai vu. Bon en vrai lui il n'a pas découpé un gâteau, il a fait un truc encore plus méga impressionnant, ça a fait oui avec la poudre de couleur et tout. Mais en fait le truc c'est que déjà, moi, manger de la génoise bleue, ça me fait pas rêver. Mais c'est surtout comme si cette donnée allait changer définitivement le regard que les futurs parents portent sur leur enfant à venir. Pour continuer sur l'importance du sexe comme marqueur dans notre société, j'avais envie de vous présenter une petite expérience de psychologie sociale, alors qu'elle a été menée maintenant, déjà il y a plus de 40 ans. Et qui s'appelle l'expérience du pyjama jaune. Elle a été menée par John et Sandra Condry. Et alors, le principe, c'est qu'on prend des participants et des participantes à qui on va montrer une vidéo. Sur la vidéo, on a un petit bébé, comme ça, tranquillou, il a 9 mois, et il porte un pyjama jaune. Alors, souvent, une couleur qu'on va pouvoir qualifier de neutre ou de mixte, parce que porter autant... Enfin moi le jaune ça me va pas, mais par des filles que par des garçons. Et donc le bébé est tranquillou en train de jouer, et à un bout d'un moment, on sait pas pourquoi, paf, le bébé se met à pleurer. Et la mission des participants et des participantes, c'était d'interpréter les pleurs du bébé. D'après vous, pourquoi le bébé se met-il à pleurer? À la moitié des gens, on disait que le bébé sur la vidéo c'était une petite fille,
et à l'autre moitié que c'était un garçon. Et ben il s'est avéré que quand les gens pensaient que c'était une petite fille, ils avaient tendance plus à interpréter les pleurs du bébé en disant qu'elle avait peur, qu'elle était triste, qu'elle avait du chagrin. Et que quand ils pensaient que c'était un petit garçon, davantage en disant qu'il était en colère, qu'il n'était pas content, que lui il avait du caractère, quoi. Mais c'était la même vidéo, le même bébé. Et finalement, on attribue des intentions, des traits de personnalité différents selon le sexe estimé perçu de la personne qu'on a en face de nous. Et là, dans ce cas précis, d'un bébé. Et ça, c'est notamment basé sur les stéréotypes. Alors, stéréotype, c'est un mot qui est passé dans le langage commun, hein. On l'entend assez facilement, même dans les médias. Et si vous aviez oublié, on peut repenser tous ensemble tristement à ces moments où la manif pour tous scandait. Oui, j'ai imprimé une affiche de la manif pour tous qui scandait « Pas touche à nos stéréotypes de genre ». Ouais, ils sont beaux les enfants. Mais en fait, surtout, en faisant ça, eh ben, ils montraient qu'ils avaient connaissance des stéréotypes. Qu'ils savaient qu'il y avait des stéréotypes filles-garçons, mais eux, par contre, ils voulaient pas que ça change. On va laisser la manif pour tous, hein. Allez, casse-toi. En psychologie sociale, une des définitions des stéréotypes, c'est que ce sont des croyances socialement partagées sur les caractéristiques des membres d'un groupe. Des croyances socialement partagées sur les caractéristiques des membres d'un groupe. Alors le socialement partagé, ben, ça illustre bien le fait que c'est pas individuel, mais que c'est quelque chose de social et de construit. Et pour les groupes, on peut simplement penser aux groupes d'âge, jeunes, vieux, ou aux groupes de profession, facteurs, traders. Et à chaque fois que j'ai dit l'un de ces groupes, que j'ai nommé un de ces groupes, eh ben, nous sont venus même très vite en tête des mots, des images, des concepts. Et là, même ce soir, si on les croisait, pour un groupe, on trouverait des éléments communs. Et c'est ça les stéréotypes. Et pour les groupes qui nous intéressent, vous l'aurez compris, c'est le groupe des femmes et le groupe des hommes. Généralement, on attend des femmes qu'elles soient plutôt douces, affectives, dans le lien avec les autres, dans l'aide. Et des hommes, alors aujourd'hui, éventuellement encore qu'ils soient forts, mais surtout qu'ils soient ambitieux, qu'ils soient autonomes, indépendants. Et ça, c'est autant ce qu'on vit dans notre entourage, à travers nos échanges sociaux, mais aussi dans la société en général. Le truc, c'est que ces stéréotypes, ils ne sont pas anodins. Parce qu'ils répartissent les êtres humains en deux catégories bien distinctes, opposées mais complémentaires. Et dès 1986, la meilleure année, et ben, Marie-Claude Hertig et Marie-France Pigevin, elles vont expliquer que cette bicatégorisation de sexe, elle est basée sur des rapports de pouvoir et d'hierarchie. Parce que si c'est déjà problématique de séparer les êtres humains en deux catégories bien distinctes, en fait, ce qu'il est encore plus, c'est quand en fait la relation est asymétrique, qu'il y a un des groupes qui a le pouvoir, l'ascendant sur l'autre. Et c'est ce qui se passe précisément dans les relations femmes-hommes. Quand ma nièce, elle est née il y a 6 ans, à peu près, hein, je crois, tradition oblige, j'ai cherché un petit cadeau, quoi. Ça me faisait plaisir. Et notamment des vêtements qui ne soient pas aussi marqués, aussi stéréotypés. C'était pas facile, hein. Puis c'est pas facile non plus aujourd'hui de trouver d'autres couleurs que le rose ou le violet pour les filles. Ce qui est intéressant quand même, c'est que autrefois, les couleurs associées à chaque sexe, elles étaient inverses. C'est-à-dire le bleu, dans notre société judéo-chrétienne, eh ben, c'était la couleur de la Vierge Marie. Donc c'était pour les douces mandarines. Alors que le rouge, le rose, qui étaient des couleurs vives, sanguines, c'était plutôt pour les citrons bien piquants. Alors c'est vrai, la codification actuelle des couleurs pour les enfants, en fait, elle a des conséquences considérables. Parce que les éléments colorés vont avertir du sexe des individus auxquels ils s'adressent. On voit une trottinette rose dans la rue, paf, c'est forcément pour une petite fille. Alors qu'on sait que la trottinette, c'est utilisé autant par les petites filles que par les petits garçons.
et même à mon grand désarroi par les grandes filles et les grands garçons grâce aux trottinettes électriques. Alors bien sûr, hein, il y a forcément un aspect financier et marketing qui se cache derrière tout ça. Bah oui, vendre 2 fois plus. Imaginez, vous avez une famille, d'abord ils ont une fille, puis après ils ont un garçon. Ça va être difficile pour le garçon individuellement, mais surtout par rapport au regard des autres, de scoltiner la trottinette Rose Hello Kitty ou la Reine des Neiges avec les froufrous sur le côté de sa grande sœur. Il va lui falloir quelque chose de plus bleu, de plus Spider-Man. Mais il y a surtout un problème parce que dans cette codification, parce que certains jouets ne vont être colorés qu'à la destination d'un seul sexe. Et là, on est dans la bonne période. Et oui, fin novembre, il y a déjà 1 mois, les catalogues de jouets ont commencé à sortir. Et moi, j'adorais les catalogues de jouets, hein. Franchement, je faisais ma liste, alors je découpais, je faisais un tri. Après, en plus, on me disait, non, mais là, t'es complètement folle, enfin, t'en choisis 2. Bon, alors après, j'étais lequel est le plus important, lequel je préfère et tout. Et moi, ça me rappelait de bons souvenirs, quoi. Et je me suis dit, non, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, quand même, ça a bougé. Super U qui a proposé des jouets orange et vert, hein, comme les Tic Tac, mais pour que ce soit mixte. Et donc, je me suis dit, bon, je vais quand même aller regarder. Ce serait difficile que ça valide encore, malheureusement, mon propos. Et bah si. Parce que je suis allée dans la partie je pouponne. Et on a que du rose, du violet et du noir. Et que des petites filles. Donc en fait, si on voit ça, le message sous-jacent, c'est bien que le pouponnage, le mimétisme parental, c'est réservé aux petites filles. Hein, Ouais, pas de garçons. Moi j'adorais ça, hein, les poupées, je les promenais, je les rassurais quand elles avaient peur, je leur racontais des histoires, je leur faisais la classe, enfin, c'est vraiment des super moments. Hein? Quoi? Non, j'entends pas, bouge tes fesses. Oh, quoi? L'heure. Je sais pas, attends, Oh, merde. Oh non, Robin, il va me tuer. Tout le monde là, vous m'écoutez 2 secondes? Je parle. Oui, alors en fait, il est déjà plus de 17h. Ouais, mais je suis pas la seule responsable de l'heure. Et puis je vous rappelle que vous avez aussi des montres. Enfin, plutôt des téléphones portables. Oh, vous pouvez aussi checker de temps en temps. Bon, quoi qu'il en soit, en fait, il y a encore les douches à faire. Il y a le groupe bouffe. Vous n'allez pas vous mettre à faire à manger à 20h. Hein. Attends, on a eu 2 madeleines au goûter. C'est pas possible. Hein. Moi, je veux pas tenir. Et puis, il y a la veillée ce soir. Donc, on s'active. Les filles, juste 2 secondes. En fait, vous pouvez juste arrêter de papoter. Ouais, merci. En fait, on prend ses affaires et on se tire. Hein? Ouais, hein? Oh, putain. Elle est à qui cette serviette là? Il y a du sable partout dessus. Les mecs, je vous parle 2 secondes. Non mais vous pouvez lâcher vos bâtons là. Bon, prenez cette serviette là. On prend juste ses affaires et on y va. Et c'est dégueu, il y a un slip par terre là-bas. Non mais attendez, les gens ils vont penser quoi de nous? Non, et après vous allez encore dire j'ai plus de slip propre. Ouais, hein? Hey, vous êtes prête, vous êtes efficace, hein? Ouais. Par contre, comme vous voyez, on a un petit problème technique de ce côté. Ouais, non, mais vous connaissez le chemin, quoi. Vous y allez, je vous fais confiance. Et puis vous dites à Robin qu'on arrive bientôt. Et puis comme ça, hey, vous êtes les premières à la douche. Ouais, non, Chloé, Yasmine, est-ce que vous pourriez juste... Ouais, je viens avec mes gros sabots, vous savez, ouais. Vous pourriez juste faire le tour, faire un râteau, voir s'il reste des trucs, et prendre les sacs du goûter. Ouais, c'est cool. Merci. Hein? Quoi? Ta serviette. Je sais pas où elle est, ta serviette. Mais non, mais c'est pas... C'est pas parce que y a Batman dessus que je sais. Vous êtes 5 cette année à avoir la même serviette. Comment tu veux que je sache? Ça se trouve, c'en est un autre qui l'a embarqué. Oui, bah tu sais, on met une petite étiquette avec son nom. Hein, tu diras ça à tes parents pour l'été prochain. Ouais. Bon, c'est bon, vous êtes prêts? On peut y aller? On y va? Allez!
crois que je suis trop vieille pour les colos. Je suis trop vieille pour les colos. Attendez, je me repose 5 secondes. Ça, c'est ce qui peut m'arriver de faire encore aujourd'hui en colo. Simplement parce que je suis pressée ou que j'y pense pas. Je recatégorise les enfants selon leur sexe. Je les réenferme dans une case. Ouais, alors ça peut paraître un peu fort, enfermé. Mais en fait, en faisant ça, en réactivant leur appartenance de sexe, je leur rappelle qu'ils sont des garçons et qu'elles sont des filles. Mais surtout, je réactive aussi toute la panoplie des stéréotypes auxquels on est confronté depuis notre naissance. En plus, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé à Chloé et Yasmine de m'aider. Ça aussi, c'est un truc qu'on apprend depuis qu'on est petite, quand on est une fille, aider les autres. Alors, oui, ça nous arrive, hein, le but, c'est pas de se fustiger. Mais la première étape, c'est déjà d'en avoir conscience. Et dans le feu de l'action, on n'y arrivera pas forcément. Mais au moins, on l'aura en vigilance. Et puis, pour les groupes d'aide, pour les groupes d'aide, c'est même pas de l'aide, hein, c'est du rangement, c'est de la participation collective. Et ben, on peut mettre en place un planning qui tourne où chaque enfant va participer à des tâches qu'on discutera ensemble. Ça ou autre chose, mais quelque chose qui puisse nous permettre de maîtriser nos propres automatismes sexistes. En tout cas, se dire, ne pas restreindre les enfants. Hello, we're to that possible, shoo-be-doo-be-doo-ah, shoo-be-doo-be-doo-ah, shoo-shoo-shoo-shoo. Je sens comme un petit décalage d'émotions. Hein? Je crois que vous n'avez pas conscience de quel jour on est, hein? Non. On est le 4 septembre 1997. C'est la rentrée. C'est la rentrée, mais oui. Alors oui, il y en a qui adorent partir en vacances, il y en a qui... Moi j'adore la rentrée. Donc, attendez, non, j'ai un nouveau cahier de texte, le nouveau sac... dans 4 ans, ok, d'accord, pas de nouveau sac cette année, mais des nouveaux stylos, je les classe, je les range bien et tout, j'adore les rentrées. Et en plus, celle-ci, 97, elle est exceptionnelle, quoi, parce que j'entre au collège. Oh, les 86, là, on calcule, collège. Merde, non, mais j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus des petits. Là, les CP, les CE1 qui jouent à la marelle, qui se courent après dans la cour, tout ça. Non, maintenant, moi, avec mes copines, parce que bon, on a appris, on n'est pas dans les mêmes classes cette année, c'est pas grave, on se retrouvera à la cour de récré, on se mettra dans un coin de la cour, on se posera et là, on discutera de sujets personnels. Bon. Moi, je suis super contente. Et puis, en plus, j'y retrouve qui ? Mon frère. Oui. Alors, autant dire que déjà, quand j'étais en CE1, il m'évitait. Là, je crois qu'il y a un bug. Je sais pas si j'ai changé de visage, enfin un truc. Entre la maison et le collège, il me reconnaît plus. C'est bizarre. Bref, je crois que j'ai pas le droit d'aller voir les troisièmes. Donc... moi, on m'a appris à être une gentille écolière, travailler, faire son midi. Et je le fais. Je le fais même assez bien. Et d'un point de vue scolaire, ma sixième, elle se passe bien. J'ai des bonnes notes, j'ai les félicitations. Crâneuse. Je suis déléguée de classe. Lèche-cul. Mais j'aime bien, je suis bien. Par contre, ouais. Bien... Moi, je suis restée la même dans ma tête, mais mon corps, il a changé. Et plus vite que la moyenne. Alors, à 12 ans, je suis grande. Je mesure quasiment la même taille qu'aujourd'hui. Ouais, si, j'ai regardé dans mon carnet de santé. Parce qu'il est très bien tenu, là, avec la courbe, vous vous souvenez, hein. Et moi, j'étais au-dessus. Donc, je suis grande. J'ai ces trucs qui sont apparus, là, sur le côté. Apparemment, ça s'appelle des hanches. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt... pour m'angoisser à chaque fois que je dois acheter un nouveau pantalon. Hein. Attendez, non, mais ça rentre pas. Il n'y a pas un problème avec les pantalons. Hein. Et puis, ouais. Ouais, je crois que c'est définitif. C'est mou, mais définitif. J'ai des seins.
Bon, alors je vais pas vous mentir, hein, je crois que je m'en réjouissais un peu. Alors j'ai une grande sœur aussi, alors je voyais, voilà, ma grande sœur et tout, avec ses soutiens-gorge, j'allais enfin avoir un soutien-gorge. Ouais, c'est l'horreur en fait. Pourquoi on est content d'avance d'avoir des trucs qui nous font mal, hein? Je sais pas. Mais moi j'étais contente. Et puis, ouais, au fil des histoires, des séries sur des TV que je regardais le mercredi matin, et ben, je me réjouissais et j'avais un peu assimilé l'arrivée de la poitrine chez une fille, un peu comme les règles, comme l'entrée vraie dans l'adolescence. Le fait, voilà, de progressivement devenir une femme. Bon, alors c'est vrai que les miens ils sont un peu précoces, maintenant comme j'adore le sport, il faut que je mette des soutiens-gorge parce que sinon ça bouge trop, et que sinon les autres regardent. Parce qu'il y a quelque chose que j'avais pas anticipé, c'est les autres. Très rapidement, durant mon année de 6e, dès la 6e, en fait je vais être rebaptisée. Et ça va me suivre tout le collège. 4 ans. C'est long 4 ans. Oui, je m'appelle Laurence. Alors, suite à la proposition hyper originale de garçon, et vous vous en doutez bien évidemment contre mon gré, je deviens Lolo. Et même gros Lolo. À croire en fait que je suis un Pokémon. J'ai pas lu. Ouais, j'ai regardé sur les internets, 1997, date de création des Pokémon. Hasard? Je suis le premier Pokémon. Bon, alors apparemment, d'après les garçons, c'est plus en hommage à Lolo Ferrari. Si vous vous souvenez, cette femme, dans les années 90, justement, qui était connue notamment, voire exclusivement, pour sa poitrine artificielle hors du commun. Enfin, c'était juste gigantesque. Même mon prof de sport, il m'appelle Lolo. Et ça semble pas du tout lui poser de questions. Mais j'ai 12 ans, quoi. En fait, mon corps, il est non seulement sexué, mais il est sexualisé par les autres. Et je disparais au profit de ce corps sexualisé. Je suis réduite à une partie de mon corps. Même, c'est ça, à une partie de mon corps, mes seins. Lolo. Bon, alors, je dis pas ça pour me lamenter sur le passé. Mes seins et moi, on s'est réconciliés. La relation se passe bien maintenant. On a trouvé la bonne taille de soutien-gorge. On n'en met vraiment pas tout le temps. On est très heureuse. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faudrait déjà dépasser les phrases à la con du genre oh là là, l'adolescence, ça peut être tellement difficile. Ah si, les jeunes sont tellement méchants entre eux. Oui, mais non. Non, parce qu'en fait, il y a une responsabilité sociale et collective derrière tout ça. Et ça, la théorie de l'objectivation, elle vient l'expliquer, ce phénomène. Alors cette théorie, elle date de 1997. Ouais, j'ai aussi marqué les sciences humaines et sociales, avec mon entrée au collège. Mais c'est Barbara Fredrickson et Tommy Ann Roberts qui se sont intéressés à ce phénomène. Et elles expliquent que, en fait, dans notre société actuelle, mais c'est pas non plus récent, les corps des femmes sont objectivés sexuellement. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas considéré, on n'est pas perçu comme ayant un corps physique, une tête, de jambes, de bras, mais que, en fait, cette objectivation sexuelle fait qu'on est transformé en des sortes d'objets par la société, et qui plus est des objets de désir potentiel, de séduction. Et si cette objectivation par les autres, elle est déjà dégradante et elle peut avoir des conséquences délétères sur sa propre perception, le problème c'est que à force d'être objectivé par les autres, on a tendance à se l'appliquer à soi-même. C'est l'auto-objectivation. Le fait de soi-même se considérer un peu comme une sorte d'objet à façonner aux attendus sociaux. Mais soyons honnêtes, quand même, tout ce verbiage, là, ce charabia intellectuelo-sociologique, je m'en fous un peu, quoi. Parce qu'en vrai, maintenant, je suis en 5e. J'ai 13 ans. Et je suis hyper fière d'arborer ce t-shirt. Ouais. Ah non, j'adore ce t-shirt. Parce que,
En fait, si je me prends des remarques depuis le début du collège, eh ben, j'en suis pas moins, moi-même, dans une phase de découverte, d'appropriation de mon propre corps. Avec tout le paradoxe que ça représente de s'approprier son corps en lien avec le regard des autres et l'objectivation sexuelle qui en est faite. Alors j'ai plus de 13 ans. Et je sais pas exactement ce que ça pouvait représenter pour moi de porter ce t-shirt face à mes agresseurs du quotidien. Parce que non, je le mettais pas le dimanche pour aller chez les grands-parents. Ouais. J'avais pas le droit, je sais pas pourquoi. C'est nul. Mais là, en fait, en même temps qu'il y a une mise en valeur d'une partie sexualisée du corps des femmes, il y a aussi un message d'interdiction. Et ça illustre tout le paradoxe de cette période qu'on appelle l'adolescence, où en fait, on ne comprend pas encore l'objectivation sexuelle, mais on la subit quand même. Et donc, d'une certaine manière, on trouve des parades, on cherche des choses pour se protéger. Et oui, je pense que d'une certaine manière, ce t-shirt m'a aidé à l'époque à m'accepter un minimum, même si c'est dans le regard des autres. Et si Barbara Fredrickson et Tommy Ann Roberts se sont intéressés à l'objectivation sexuelle du corps des femmes, c'est notamment pour étudier les conséquences délétères sur la santé mentale. Parce que, en fait, derrière cette objectivation, il y a bien une norme, un corps idéal et idéalisé féminin auquel il faudrait tenter de ressembler coûte que coûte pour être accepté, pour exister. Alors, on peut vite fait faire la checklist dans nos sociétés occidentales de l'idéal du corps féminin. Alors, généralement, être claire de peau, être grande, être glabre, parce que les poils, c'est pour les moches, être fine, mais avoir de belles formes généreuses. Ouais, comme la poupée Barbie. Impossible. Elle n'est pas viable, hein, la poupée Barbie. Et quand on dit poupée Barbie, moi souvent ça me fait penser à la publicité. Et ces dernières années, elle a quand même été pas mal critiquée, de mettre en avant des corps féminins, à la fois des corps féminins totalement irréalistes, mais aussi en les enfermant dans un seul objectif, un seul but, la désirabilité par les hommes, la séduction. Mais le truc c'est que la pub, bah, c'est que la partie visible, la partie émergée. Mais ça a lieu dans toute notre société, dans les médias en général, dans les films, dans la presse féminine, qui se décline même aujourd'hui en presse féminine pour adolescentes et même presse féminine pour petites filles. Ou le fait qu'il y ait des gens qui se permettent encore aujourd'hui de défendre le droit d'importuner, quoi. Espèce de tradition française à la con, là, où en fait on autorise les gens à avoir un regard, une parole sur le corps de femmes inconnues dans la rue. Bah, tout ça, ça amène à un hyper-contrôle de son propre corps. L'apparence physique, l'apparence vestimentaire, la coiffure, le maquillage, le poids. Et les conséquences délétères, bah, elles viennent du fait de ne pas réussir à atteindre cet idéal. Une dévalorisation de soi, même parfois une haine de soi-même, qui peuvent mener à des troubles dépressifs, des troubles du comportement alimentaire. Parce que ne pas réussir à être cette femme parfaite physiquement, c'est risquer de ne plus plaire. Et comme depuis qu'on est toute petite, on apprend que plaire, c'est un élément important de notre vie en tant que fille, en tant que femme, et ben ne plus plaire, c'est risquer d'être rejeté. Et donc, on fait attention à son apparence. Je me souviens de cette petite fille, 8 ans, on est en accueil de loisirs cette fois, et on a joué déjà, on a passé toute l'après-midi à courir, moi je suis vannée, je suis pressée d'aller bouffer mes 2 madeleines du goûter. Oui, il n'y a pas toujours du goûter pour tout le monde, mais les animateurs et les animatrices ont le droit à leur madeleine. Et donc on a couru et tout, et il y a cette petite fille de 8 ans qui mange pas. Alors je vais la voir, quoi, c'est... dis donc, et t'as pas faim, on a bien couru, hein, là, t'as encore de l'énergie. Et là, en fait, elle me dit, non, c'est pas ça, c'est parce que sinon je vais être trop grosse. À 8 ans. Un autre exemple, alors états-unien, mais qui est pas du tout circonscrit aux États-Unis et qui est assez équivoque, c'est que
C'est sorti il y a quelques mois. Il y a des lycéennes dans un établissement qui ont découvert que les garçons du lycée les notaient sur leur apparence physique et établissaient une liste. Elles se sont dit, il faut se mobiliser, on va faire quelque chose. Elles sont allées voir le proviseur, elles sont allées voir les responsables de l'établissement, et en fait, il n'y a quasiment pas eu de réaction. Comment est-ce qu'on fait quand en fait, les adultes référents ne nous protègent plus, ne nous protègent pas des agressions quotidiennes et sexistes? Oui, on trouve des parades, on fait attention à son apparence. Maud, tu sors de la tente? On est tous prêts là, on t'attend. On va faire le tour du camping, on a dit, tout ça, on va découvrir un peu. Hein, quoi? Tu te maquilles. Ouais, mais tu te souviens, cet après-midi, on a dit qu'on allait se baigner au lac qui est près du camping. Non, mais même si c'est waterproof, hein, tu sais, ça risque de couler comme ça, non? Et puis, moi, j'ai déjà fait un peu le tour. Je te rappelle juste, on est dans le trou du cul du monde. Et il y a à peu près 15 personnes dans le camping et pas une seule à votre âge. Ah, tu sors jamais pas maquillée. Plus d'arguments. Ok, on t'attend, mais fais vite, hein. On attend Maud. On attend Maud. Ça fait une petite pause comme ça. Bon, qu'est-ce que j'aurais pu dire à Maud? Quitte à attendre, autant se poser des questions. Parce que moi aussi, passé tout un temps, je sortais jamais pas maquillée. Et à cette époque-là, je le vivais pas comme une contrainte. Juste, c'était pas possible. C'était un automatisme. Que je vivais comme un automatisme. Je sais pas, qu'est-ce que j'aurais pu dire? J'aurais pu lui dire que je comprends ses injonctions à se maquiller, que moi aussi, passé un temps, je le faisais, et que voilà, mais que... mais merde, elle est belle au naturel, quoi. Je sais pas, un petit peu en train de m'enfoncer, là. Parce que, ouais, comme d'hab, je reste dans le registre de la beauté, de l'apparence, du corps, tout ça. Ouais, ça marche pas, en fait, hein. Et la beauté qui va de pair de nos jours avec la jeunesse. Bon, pour les femmes, un homme de 50 ans. Un homme de 50 ans. Imaginez, je sais pas, Georges Clooney, trucs comme ça, poivre et sel, comme ça. Il est beau, non? Avec ses petites rides au coin des yeux qui montrent qu'il a vécu. Là, un peu mal rasé. Il a du charme. Une femme de 50 ans, c'est... Une femme de 50 ans. Tout à l'heure, quand j'ai commencé la conférence, je vous ai dit, j'ai plus de 30 ans aujourd'hui, je sais, ça se voit pas. C'est prévu pour un effet comique. Parce que, en fait, je m'étais dit, je sais que vous n'avez pas beaucoup ri, mais c'est pas grave, hein, on dira que sur la vidéo, on dira que vous avez beaucoup ri. Vous n'êtes pas très drôle, vous êtes déjà averti à tout ça alors que moi pas. C'est nul, hein. Mais en tout cas, moi je m'étais dit, c'est important de les faire rire au début parce que ça engage les gens et après ils font attention au reste de la conf parce que c'est long des fois, alors voilà, de temps en temps il faut rire et ça nous reconnecte. Mais en fait, il a fallu qu'une amie me le fasse remarquer pour que je me rende compte que moi-même j'étais encore hyper empreinte de ces attentes sur le corps des femmes, sur mon propre corps. Parce qu'en fait, en faisant ça, qu'est-ce que je fais? Je me dévalorise. Je me réduis à mon apparence qui devrait rester juvénile. Des années de féminisme, de déconstruction. Et quand ça touche à l'intime, c'est dur. Hein. Juste pour qu'on soit au clair là-dessus. Hein, les hommes ne vieillissent pas mieux que les femmes. Hein. Ouais. Ils ont juste l'autorisation sociale de le faire. C'est bien différent. Je vais boire un petit coup d'eau. Trop de blagues en même temps, ça. Je crois qu'elle a fini de se maquiller. Ah, Maud est prête. Wouh. Alors Maud, il faut que je te dise quand même que qu'un livre que j'ai lu et qui pourrait plaire à Maud d'ailleurs,
qui a vraiment été déterminant dans ma vie, ça a été l'ouvrage collectif Mon corps est un champ de bataille. Alors là, il y a le 2, mais je vous les conseille. En fait, c'est un ouvrage qui contient une analyse sociologique d'une sociologue, Carla Rice, mais aussi et surtout plein de témoignages de femmes sur leur rapport à leur corps, difficile, conflictuel et même parfois destructeur. En fait, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis rendu compte que j'étais pas seule. J'étais pas seule à me souffrir, j'étais pas seule à me poser des questions. Et qu'en fait, c'était pas du tout un problème individuel de Laurence, elle est mal dans son corps, dans sa peau, mais qu'il y avait bien quelque chose de structurel. Carla Rice, elle dit ces mots. La société habite nos corps, nous l'avons incorporée dans notre chair et dans nos os. Et en fait, elle dit que ça touche à tous les aspects de notre être. Elle explique qu'en fait, en tant que femme, on apprend qu'on existe à travers ce corps, que notre pouvoir repose sur notre corps. Mais en fait, c'est une manière de restreindre le pouvoir des femmes à une seule sphère, un seul espace, celui du corps. Et c'est peu après la lecture de ce livre que j'ai eu la chance de vivre de super moments en colo. Alors, on était déjà avertis un peu sur ces questions avec les copaines. Et en fait, on avait envie de proposer quelque chose. Donc, on a fait venir une intervenante du planning familial qui proposait des ateliers aux enfants, aux ados, aux animes, en fonction de leur âge, s'ils le souhaitaient participer, s'ils et elles souhaitaient participer. Par exemple, chez les ados, moi j'étais avec les ados, c'était le mur des stéréotypes, où on construit un mur avec des briques de lait progressivement en écrivant à chaque fois les stéréotypes qu'on connaît sur les filles, sur les garçons. Et après, l'étape, ça va être de déconstruire le mur. C'est génial, hein, franchement, c'est un super atelier. Et donc, bref, tout ça, ça avait déjà pas mal remué tout le monde. Mais surtout, ça a fait naître l'envie chez les ados de se réunir et de continuer la discussion en groupe non mixte, à leur initiative. Bon, surtout chez les adolescentes. Ouais, qu'à cela ne tienne, hein, ok, on s'organise ça ce soir, direct, ok. Nous, on prend la salle avec les canapes, les couvertures et tout. Et donc, on se pose. Et là, plein de sujets ont été abordés. Et beaucoup autour du corps. Alors moi, je pourrais vous raconter que ce qui s'est dit du côté des filles. Mais ouais, ça a été le regard des garçons, le poids, l'apparence, les troubles du comportement alimentaire, l'automutilation, les idées suicidaires. On a beaucoup pleuré, mais c'était chouette, c'était libérateur. En fait, elles nous ont fait part ce soir-là que c'était une des premières fois, voire la première fois qu'elles s'étaient senties prises au sérieux sur ces sujets. Surtout parce que nous, les deux animatrices qui représentions le groupe des adultes au final, on les avait déjà écoutées, mais aussi surtout parce qu'on avait partagé notre propre rapport à notre corps et à notre adolescence. Alors, c'est pas magique, hein, un atelier non mixte entre adolescentes, mais ça a permis d'ouvrir la parole, de se rendre compte de ne pas être seule. Et la non-mixité, c'est une étape dans la lutte pour l'émancipation. C'est une première étape. Parce que, il s'en passe encore des choses dans la suite du corps des femmes. Et là, ça, comme j'avance dans le temps, ça me ramène forcément à cette période passée de ma vie. Enfin, des fois, j'ai même l'impression que c'est, vous savez, une vie antérieure, comme si je ne l'avais pas vraiment vécue. C'était quelqu'un d'autre ou un rêve. Mais autrefois, j'ai été étudiante sage-femme. Depuis que j'étais petite, je trouvais ça extraordinaire, la naissance. Enfin non, pas la naissance, la grossesse. Le fait qu'il y a un truc qui se développe à partir de quasiment rien et qui devienne, dans notre cas, un être humain. Non mais c'est génial, rien que le développement de l'âme. Non mais j'ai recherché dans mes cours d'il y a 15 ans, je l'ai trouvé. Je m'étais même fait une petite fiche où j'avais scanné mon livre d'embryologie.
parce que, en fait, je trouvais ça magnifique. Regardez, c'est la main au départ. Au début, on a les mains palmées comme des connards. Et puis, progressivement, à un moment précis, et ben, les cellules entre nos doigts, elles vont s'autodétruire et laisser place à des doigts. Wow, et le pouce opposable, quoi. C'est l'évolution. C'est génial. Je crois que je vais l'afficher chez moi. C'est trop beau. J'aime bien cette première main. Moi, je trouvais ça génial. Et donc, je me suis orientée vers le cursus de sage-femme. Alors, moi, je pensais accompagner des femmes pendant 9 mois, jusqu'à ce que le truc sorte de son environnement chaud, sombre, aquatique, insonorisé. Ça ressemblerait pas un peu à 9 mois de spa? Enfin, je sais pas, juste comme ça. Ça a l'air cool. Pour arriver dans un monde froid, sec, bruyant, lumineux. Ouais, ça a l'air mieux à l'intérieur, franchement. Et si je dis étudiante, sage-femme, c'est parce que j'ai jamais terminé mes études. Alors certaines pourront dire que j'ai fui, que j'ai abandonné. Mais moi, j'aime bien dire que j'ai avorté mes études de sage-femme. Allez, rigolez là. Non mais attendez, c'est un trait d'esprit. Bon, je rigole toute seule. Oh là, vous voyez, ça rigole dans les conférences gesticulées, même quand on parle de sujets lourds. Bon, un sujet hyper joyeux et hyper frivole, un toucher vaginal. Vous voyez ce que c'est? Vous vous souvenez la pub des Twix? Non, c'est pas les Twix, c'est le toucher vaginal. Bon, il faut dire que moi, mis à part en avoir déjà subi, je pense 1 ou 2 à mes 19 ans quand j'ai commencé mes études de sage-femme, sinon je voyais pas grand-chose en fait. Et j'ai été forcée d'apprendre. Je me souviens mon premier toucher vaginal. Alors j'ai pris le temps d'expliquer à la femme que j'avais en face de moi ce que j'allais faire, pourquoi j'allais le faire, comment j'allais le faire. En fait, j'étais surtout en train de réviser, mais voilà. Et donc, je fais le toucher vaginal. Et là, je dis « Ah, génial, vous êtes quasiment totalement dilatée, c'est pour bientôt. » Et comme j'étais étudiante, c'était mon premier toucher, il y a la sage-femme référente qui passe derrière moi, qui fait le toucher, et qui dit Ah non, désolé, là, vous êtes dilatée à 2, on en a encore pour bien longtemps. » Juste. Ça, c'est dilaté à 2. Ça, c'est presque totalement dilaté. Dilaté à 2, presque... Qu'est-ce que j'ai touché? En fait, je sais pas. Vous imaginez, c'est un jeu dans le noir, vous voyez rien. Ben ouais. Mais passé cet événement, je crois que je ne saurais jamais ce que j'ai touché. Mais en fait, j'ai été forcée d'apprendre parce que... la routine médicale s'installe et quand une femme a des contractions ou a perdu les os, souvent c'est un toucher toutes les heures. Et ça donne à peu près ça. Oui, c'est nouveau moi. Je viens juste voir où on en est. Là, je dis rien de plus. J'introduis mes doigts dans son vagin. Ah, bon, c'est pas pour maintenant, donc je reviens dans 1 heure. Vous pouvez aller faire un tour, marcher, tout ça, ouais. Ok, j'ai mon carnet mais j'ai pas de stylo, donc on va faire semblant que j'écris qu'elle est dilatée à 3. Autant savoir que quand on n'a pas eu d'enfant encore et qu'on est dilaté à 3, ça peut durer encore une bonne 12aine d'heures. Aussi bien que je m'en souvienne, je crois que j'ai jamais demandé la permission à aucune femme de la toucher sur cette partie du corps très intime. Alors dans le meilleur des cas, j'ai à prévenir, attention, désolé, j'ai les mains froides. Mais en fait, pour ce qui est du consentement, savoir si la femme que j'avais en face de moi, elle était d'accord pour que j'introduise mes doigts dans son vagin, on n'y était pas. Pourtant, il aurait suffi d'un « si vous êtes d'accord ». Ça, c'est un aspect des violences obstétricales et gynécologiques que risquent de subir les femmes lors de leur grossesse et de leur accouchement. Et finalement, moi-même, en à peine 1 an, j'ai fait vivre à des dizaines de femmes des violences obstétricales. Quand une femme arrive à la maternité pour accoucher, bon, alors faut quand même qu'elle arrive jusqu'à la maternité, parce que c'est pas comme si 2/3 des maternités avaient fermé en 40 ans en France. Non, attends, c'était pas ça le sujet, Laurent, c'était sur... Oui, quand elle arrive à la maternité pour accoucher,
Il y a toute une série d'actes médicaux classiques qui vont être souvent réalisés en très peu de temps. On va faire la checklist comme ça. Alors souvent on va la mettre dans une pièce, dans une chambre, l'inviter à s'installer sur un lit. On va lui poser une perfusion, enfin pas la perfusion elle-même mais un cathéter, juste le début du tuyau, c'est juste au cas où, ça, hein, comme ça c'est prêt. On va éventuellement lui donner du microlax. Alors le microlax c'est à introduire dans l'anus et c'est pour vider le rectum parce qu'au moment où vraiment on va accoucher, où le bébé va sortir, et ben la tête du bébé appuie sur le rectum. Donc souvent, quand une femme qui est au bord d'accoucher dit j'ai envie de faire caca, c'est parce que en fait c'est la dernière poussée et elle va pouvoir expulser le truc. Après, qu'est-ce qu'il y a après? Un toucher vaginal toutes les heures, hein, minimum quand même pour vérifier. Le monitoring de la femme et du bébé. Alors là, c'est des capteurs qu'on peut poser pour mesurer la fréquence cardiaque de la mère et avec d'autres capteurs, ceux du bébé. Et puis, c'est vrai, ça prend quand même un peu de temps. Il arrive souvent que le cathéter, il est déjà en place. Autant mettre une perfusion d'hormones qui accélère l'ouverture, la dilatation du col de l'utérus pour accélérer l'accouchement. Imaginez un peu quand même. Pose-toi, ça peut être dangereux. Vous êtes posé sur le lit. Ouais, vous n'avez pas vraiment eu de choix. Là, vous êtes attaché via la perfusion, hein, quand même, c'est pas super confort, on peut pas bouger dans tous les sens. Ah, il y a des nœuds, d'accord. Ok. Ah, il faut refaire le monitoring. Ah, oui. Oui, je bouge pas trop, je sais, les capteurs sont sensibles. Et là, la position commence quand même à devenir clairement inconfortable. Et ça commence à devenir difficile, et là, on vous dit que vous allez pouvoir mettre au monde votre bébé et que ça va être le plus beau jour de votre vie. En fait, quand je pense à tout ça, à tous les témoignages que j'ai pu entendre, d'amis que j'ai pu lire, il y a mon petit utérus, il est déjà pas très très grand, c'est pas très grand un utérus, mais lui, il se rétracte encore plus. Et là, il remonte, et il semble vouloir se cacher. Genre, je vais me cacher où? Oh, viens, derrière les reins, là-bas, ça va être bien. Pour jamais avoir à vivre ça. Parce que, en fait, dans ce monde, la future mère, elle disparaît. L'être humain disparaît. Et on retrouve un peu notre notion d'objectivation. Mais cette fois, c'est une machine à bébé. La femme devient une machine à bébé face au pouvoir médical. Mélanie Deschalottes, dans son ouvrage Le Livre noir de la gynécologie, elle explique que le monde obstétrical s'articule autour de deux dominations. La première domination, c'est la domination masculine, avec, à travers l'histoire, le remplacement progressif des matrones. Les matrones, c'était quand même ces femmes accoucheuses, des femmes qui se transmettaient un savoir de génération en génération, un savoir par les femmes, pour les femmes. Ça fait rêver, hein. Enfin, moi, ça me fait rêver. Mais malheureusement, qui ont été remplacés progressivement par les hommes accoucheurs, puis les gynécologues. Et ça nous amène à notre deuxième domination, la domination médicale, où aujourd'hui, l'hôpital est devenu le lieu unique où accoucher, et où toute personne qui porte une blouse, alors blanche de préférence, elle détient le pouvoir. Il y a une dissymétrie de statut. C'est souvent difficile de s'opposer au personnel médical. Alors déjà parce que souvent ça va être des moments d'urgence, on n'a pas forcément les clés, les connaissances, tout ça, mais que même si on a acquis des connaissances, un savoir sur notre propre corps, les femmes restent avant tout des patientes à gérer. Et suffit de penser, que je cherche dans ma tête un petit peu, en 2015, sur Twitter, c'est difficile de dire Twitter fuité, alors sur Twitter, des documents de la faculté de médecine de Lyon Sud, c'est pas très très loin, ont fuité, et en fait ces documents invitaient les étudiants et les étudiantes en médecine à s'entraîner au toucher vaginal sur le corps de femmes non averties pendant qu'elles étaient endormies sous anesthésie générale au bloc opératoire. Et cette domination médicale, en fait, on va la prendre bien avant une éventuelle grossesse, parce que les corps des femmes sont très tôt médicalisés, voire même pathologisés.
dès nos premières règles, on va commencer à médicaliser tout ça. Et on va nous envoyer et nous faire découvrir le monde de la gynécologie. Il y a combien d'hommes qui sont déjà allés voir un urologue dans leur vie? Ouais. À 16, 18, 20 ans, selon comment on nous aura poussé. Hein. Ah oui, non, il faut faire un frottis régulièrement, il faut, tu sais pas ce qui peut se développer, des cancers, des machins. On va découvrir donc le monde extraordinaire de la gynécologie. Alors là, première visite chez une gynécologue. Oui, alors on nous invite à nous mettre en t-shirt. Hey, ça tombe bien, je suis en t-shirt. Ah, juste le t-shirt, rien d'autre. Ok. Ah, et j'enlève le soutien-gorge aussi. Voilà. Là, on vous invite à découvrir cette magnifique position gynécologique, hein, si vous ne la connaissiez pas. Donc, vous vous posez sur des étriers. Alors, conseil avec une grande expérience, gardez éventuellement les chaussettes. On se sent pas très bien, mais en fait, c'est froid, les étriers. Et là, on a donc les jambes écartées, on est à poil avec un t-shirt, on est quand même au high level de notre estime de nous. Hein. Là, on se sent hyper forte. Et là, tout d'un coup, on vient nous tâter les seins. Ah non, mais c'est juste pour voir s'il n'y a pas de grosseur, hein, c'est important. Donc, on fait tout le tour et l'autre comme ça. Ok, il n'y a pas de grosseur, c'est bon, on peut s'arrêter, d'accord. Puis là, on va nous poser un spéculum pour faire un frottis. Alors, on ne sait pas vraiment, hein, mais c'est important de faire un frottis. Et des fois, on va nous dire « Ouh là là, mais vous n'avez pas fait de frottis depuis un an !» Non, il n'y a pas besoin. Avant 25 ans, jamais besoin de frottis. En fait, on médicalise beaucoup trop tôt le corps des femmes. Alors juste, vous vous foutez de moi, mais rendez-moi mon siège. Prenez vos chips là. Prenez vos chips tout de suite. Ça c'est un jour chez mon ex-gynécologue. Elle s'appelait Rita, elle était un peu feuillue. Oui, alors j'ai pris rendez-vous aujourd'hui parce que j'aimerais me faire poser un stérilet. Ah, vous en posez pas au nullipare. Non, j'ai jamais eu d'enfant ni de grossesse. Non. Bon, pourquoi je veux me faire poser un stérilet, même si vous m'en poserez pas? En fait, actuellement, je prends la pilule. C'est quand même assez contraignant au quotidien. Personnellement, ça c'est pour moi, mais j'ai plus trop envie de prendre d'hormones. Et puis, j'ai plus trop de libido. Je disais, j'ai plus trop de libido. Et j'ai lu en fait que les hormones, ça pouvait être lié. Ah, c'est vrai. Ouais, on prend des hormones et plus de libido. Non, c'est quelque chose qui me rassure quand même. Non, mais ouais. Ça... Ah, mais quand même, vous me poserez pas de stérilet. Ouais, bon, je vais y aller, hein, ok. Hein, je vous dis pas merci. Hein, quoi? Une ordonnance de renouvellement de ma pilule. J'ai plus de libido. Ouais. De toute façon, faudrait quand même pas oublier la mission des femmes. Hein. S'accomplir un jour en ayant des enfants. On le comprend très tôt dans notre vie, l'importance, voire même le côté central de notre vie. Trouver un homme, forcément un homme, et un jour, avoir des enfants. En fait, à peine sortis de nos poussettes, on nous en offre en cadeau pour qu'on puisse s'entraîner. Wouh! Et puis, on a des livres. Moi, c'était Martine Petite Maman, parce que j'ai plus de 30 ans. Alors, il y en a d'autres aujourd'hui du même style. Hein. Et puis, c'est pas pour nous rassurer, mais les Martines sont rééditées. Hein. C'est la joie de la nostalgie hétéropatriarcale. Colline Cardi et Chiara Cagliarello, elles parlent de cette injonction à la maternité dans l'encyclopédie critique du genre. Et en fait, elles expliquent que ce qui est même paradoxal, ce qui est quand même étrange, parce que, enfin c'est super, ces dernières dizaines d'années, on a réussi avec la contraception, avec la possibilité d'avortement, à séparer sexualité et reproduction. Wouh! On peut faire ce qu'on veut! Et malgré ça, les corps des femmes restent perçus, restent construits comme des corps maternels.
Suffit de penser à ce qui s'est passé il y a moins d'un an là aux États-Unis où en Alabama ont été votées enfin des lois qui sont devenues hyper restrictives sur l'avortement où même une femme qui a été victime, qui a subi un viol ne peut plus avorter. Mais à chaque fois je prends des exemples états-uniens, c'est pas mieux chez nous hein, parce qu'à la même période le syndicat des gynécologues s'est dit qu'ils allaient faire la grève des IVG. Mais pourquoi vous faites la grève des IVG ? Pour faire pression sur le gouvernement. Oui, c'était par rapport à de l'argent, ils voulaient faire pression sur le gouvernement. C'est quoi le rapport entre les deux ? Ouais. J'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, quoi. Et puis, même si nous, on n'y pense pas vraiment, quand on commence à dépasser un peu la date de fraîcheur, eh ben, les autres, la société nous le rappelle assez régulièrement. Hey, dis donc, c'est pour quand les enfants ? Eh, tu sais, l'horloge elle tourne, hein. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ah non, mais je dis ça pour toi, hein. Tu sais, c'est parce que l'autre fois, je lisais sur Doctissimo. Ouais, sur Doctissimo. Et ben, j'ai lu que à partir de 30 ans, la fertilité, elle diminue. Ah non, mais t'imagines si tout le monde faisait comme toi ? Merci pour cette information que soit dit en passant je connaissais déjà mais en fait surtout que j'avais demandé à personne parce qu'en fait est-ce qu'on s'est seulement demandé si je voulais des enfants parce que en arrière-fond il y a toujours l'idée qu'une femme va être incomplète, qu'elle va le regretter si elle n'a pas d'enfant et on vit avec cette morale médicale. On vit avec cette morale médicale, comme Mona Chollet l'explique. T'inquiète pas, je vais rigoler comme ça fait. Cette morale médicale qui fait qu'il y a même des médecins qui vont aller jusqu'à dire à des femmes qui ne souhaitent pas se reproduire, mais madame, pensez à ces femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est quoi le rapport ? Vous mangez, vous, 5 fois plus parce qu'il y a des gens qui meurent de faim dans le monde ? Et puis, il suffit de voir, même dans le langage actuel, quand on parle de quelque chose, c'est du choix de non-maternité. Ces femmes qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants. Mais c'est jamais du choix de maternité, de parentalité. C'est pas nécessaire de s'expliquer quand on veut des enfants. Mais si on l'inversait juste 2 secondes, quoi. Hein ? Tu veux quoi ? Des enfants. Mais pourquoi ? T'as bien réfléchi ? Non, tu sais, c'est parce que on m'a dit qu'il y avait des conséquences. Hein. À long terme. Ah non, mais moi je dis ça pour toi, hein. C'est parce que tu risques de le regretter, quoi. Et puis t'imagines si tout le monde faisait comme toi ? Voilà. On vit des micro-violences liées à notre corps et au fait d'être des femmes. On apprend qu'on n'est pas maîtresse de nos corps. Et si je m'apprête ce soir à m'arrêter à cette période de la vie, c'est parce que comme j'ai pu le répéter maintenant à plusieurs reprises, je suis dans la trentaine. Et donc encore potable physiquement et estimée fertile. La séduction et la reproduction. Les 2 attendus des femmes, voire obligations. Après ça, on disparaît. On est comme périmé. En fait, on perd notre utilité sociale, enfin la seule qu'on veut bien nous octroyer. Et c'est vrai que si d'une certaine manière, je redoute un peu d'atteindre ma propre date de péremption, je ne l'ai pas encore vécu. Bon alors, ce slogan-là, mon corps m'appartient. Sa partie, elle semble pas gagnée quand même. Hein. 40 ans qu'on a revendiqué ça. Je pense juste à valeur actuelle,
Promis, je pense pas souvent. Je pense pas souvent comme ça quand je lis à valeur actuelle. Hein. Mais c'est parce que en mai dernier, eh ben, ils ont fait leur une sur le féminisme. Eh, trop bien! Moi alors, mon imprimante, elle a failli crever quand je lui ai demandé après la manif pour tous d'imprimer la une de valeur actuelle. Et ils ont titré La nouvelle terreur féministe. Ils ont repris quand même l'image de Rosie la rifteuse, hein, donc à la base qui était accompagnée du slogan We can do it. Alors certes, premièrement, elle a été utilisée pour la propagande, pour amener à l'effort de guerre, mais surtout après, dans les années 60-70, elle a été reprise par les mouvements féministes et elle est devenue un symbole fort. Donc ils nous reprennent Rosie. Et il parle des femmes en parlant de terreur et même d'inquisition, quoi. Enfin, on serait pas en train d'inverser juste hyper grossièrement les rôles là. Bon, c'est vrai, l'écriture inclusive, ça peut faire peur, hein, c'est terrifiant, quoi. Bon, alors... une des premières étapes, eh ben, ça pourrait être de sortir de ce que Christine Delphi, la sociologue, elle appelle le mythe de l'égalité déjà là. C'est la preuve qu'il faut sortir du mythe. Alors oui, c'est vrai, hein, depuis 1944, les femmes ont le droit de vote en France. Depuis 1965, elles peuvent ouvrir un compte en banque sans l'accord de leur mari. Depuis 1967, elles ont accès à la contraception légalement. Et depuis 1975, à l'avortement. Et puis, elles gagnent quand même quasiment la même chose que les hommes. Hein. Ouais, c'est bon, 26%, c'est quasiment la même chose. Hein. Oui. En fait, se dire que les inégalités entre les femmes, elles ont disparu, et vivre avec des phrases à la con du genre « Oh, l'égalité, vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Hein. » En France, hein, bien sûr. Hein. Ouais, Christine Delphi, elle l'explique. Hein. Tout aurait été gagné, il n'y aurait plus rien à faire chez nous. Alors quand même, comme on est super sympa, eh ben on regarde les autres pays. Et là, on peut les pointer du doigt pour montrer à quel point eux, ils dénigrent les femmes. Mona Chollet, dans Sorcière ou la puissance invaincue des femmes, elle explique bien que, en fait, c'est pas du tout pour défendre les droits des femmes. Hein. C'est bien pour maintenir et alimenter un rapport hiérarchique raciste, tout ça. Hein. Bon alors, si on revient sur notre mythe de l'égalité déjà là, eh ben, Christine Delphi, elle explique que c'est pas seulement un mensonge, c'est un poison. Parce qu'en fait, il nous empêche de continuer à nous battre et d'avancer. Parce que oui, il y a eu des avancées qui ont eu lieu, fort heureusement, mais l'égalité réelle, elle l'est pas. Et notamment car les corps des femmes restent un instrument de pouvoir, de contrôle, qui nous empêche de continuer justement à nous battre et à revendiquer ce à quoi on a le droit collectivement. Alors, trouver des clés de compréhension, c'est nécessaire pour aller vers de l'agir, vers de l'action. Fabio Lorenzi Cioldi, il parle des groupes dominés et des groupes dominants dans les relations.